Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film de Edgar Wright sorti en 2010, c'est bien sûr Scott Pilgrim. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis bien entouré. Je crois même que c'est la première fois qu'on est autant autour de la table virtuelle puisque j'ai avec moi, honneur à l'invité, James. Comment ça va, James ? Moi, je suis pas content déjà parce que on m'avait invité chez les réfractaires et pas chez les réfracteurs, donc je vais partir de suite. Non, bonjour, bienvenue. Enfin, bienvenue, pas bienvenue. Merci de m'accueillir. Il a pas l'habitude d'être invité. J'ai pas l'habitude d'être invité. D'habitude, c'est moi qui invite. D'habitude, tu diriges Roman Graphic Discovery, c'est bien ça ? Ouais, exactement. Alors avec toi, tu es venu avec ta moitié, on ne trahit pas en secret, elle fait partie de l'équipe des réfracteurs, c'est Faye. Bonjour Faye. Bah coucou tout le monde, encore une fois je suis très contente de faire une nouvelle émission avec toi et puis voilà, avec tout le reste de l'équipe qui est là ce soir en folie, je ne dis pas encore qui est là, pour garder du suspense. Eh ben, je vais trahir le suspense tout de suite puisqu'on accueille pour la première fois au micro, après son premier article sur le site, Erio. Comment ça va Erio ? Bah ça va, et salut, j'allais te dire merci pour l'invitation, mais on va dire que je me suis invité. Ah bah t'es chez toi ici maintenant. Ah oui. Alors avant de commencer, avec beaucoup d'amitié, on va faire un peu de pub pour le contenu de James et Faye qui se passe ailleurs que chez les réfracteurs. Pour Faye, est-ce que vous voulez présenter un peu ce que vous faites d'ordinaire sur la toile ? Oui, je dis la toile comme un vieux. Bah, tous les mardis, on se retrouve sur Twitch, c'est très souvent avec Spike, pour parler de comics dans Comics Discovery. Donc l'idée, c'est de vous présenter un titre qui est normalement sorti pas trop tardivement dans l'actualité comics, où vous en dit ce qu'on en pense, entre 2-3 blagues et 2-3 références à Michel Sardou. Voilà, c'est une espèce de petit club de lecture local avec les gens. L'idée, c'est d'essayer de réunir une bande de potes avec lesquels on aime bien parler comics et parler BD. À côté de ça aussi, il y a Faye qui fait... Juste je précise, c'est vrai qu'on partage notre amour de la pop culture au départ et comme tu l'as si bien dit, je fais aussi d'autres émissions comme Geek en série où je vous parle de séries télé, que ce soit des séries récentes ou non. On essaye de les comprendre, de comprendre pourquoi on les aime, pourquoi elles nous obsèdent et c'est toujours un plaisir de le faire. Et puis notre dernière émission, c'est On a supprimé les rushs, dans laquelle on parle de cinéma. Pareil, ça peut être autour d'un auteur, ça peut être un film d'actualité ou non. On parle de ce qu'on a envie, de ce qu'on aime, ce qu'on a envie de partager avec vous. Et c'est toujours un super moment. On fait ça avec Charlotte et Sophie qui, elles aussi sont dans d'autres podcasts aux alentours. Et Spike aussi. Et Spike aussi, oui. Mais pour l'instant, on dit rien parce qu'on n'a pas encore mis au point. D'accord. C'est vrai qu'on connaît bien Charlotte ici puisqu'elle est déjà venue au micro et puis elle nous a aussi offert quelques très beaux articles. Et en parlant d'articles, justement, puisqu'on parle d'Edgar Wright, vous avez peut-être constaté sur le site qu'on tente de retracer un petit peu sa carrière en ce moment. On le fait notamment parce que son dernier film, Last Night in Soho, est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc au fur et à mesure, on essaye de remonter sa filmographie. C'est moi qui m'étais occupé de son premier film qui est un peu tombé dans l'oubli, A Fistful of Fingers. Puis c'était toi, Erio, qui avait pris la suite pour ton article, n'est-ce pas ? C'est ça. J'ai parlé de Shaun of the Dead, son second film qui est considéré comme son premier film. Oui, c'est vrai qu'on a un peu oublié Fistful of Fingers, mais bon, on avait voulu être le plus complet possible. Et puis Faye, toi, tu avais pris le relais pour Hot Fuzz, qui signait un peu ton retour à l'écrit. Oui, j'étais très très heureuse de pouvoir faire ça pour ton site et de parler d'un film que j'adore qui est le second film de cette trilogie épique qui est la trilogie Cornetto qui aborde le genre du film d'action et qui lui rend hommage tout en racontant pas mal de choses. Donc j'étais vraiment très très contente d'en parler. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir nos articles parce que pareil, l'article sur Shaun of the Dead était excellent aussi. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je le dis, j'en profite. Alors,
Malheureusement, James et Herriot, vous étiez de bonne humeur jusqu'à présent, mais il y a une tradition quand on vient pour la première fois dans un podcast des réfracteurs, c'est de répondre à 2 petites questions de bâtard qui mettent à peu près tout le monde dans l'embarras. Alors je vais commencer par toi, James, en tant qu'invité, même si tu es un ami proche. J'aurais voulu savoir quel film te ressemble le plus et lequel tu aurais aimé faire. Le Grinch. Non. Non, le Grinch et Spike plutôt. Hein. Moi j'aime bien Noël. Contrairement à notre ami Spike. Alors on m'a prévu en avance pour ces fabuleuses questions. Et j'y ai beaucoup réfléchi. Et j'ai toujours pas vraiment la réponse à un film qui me ressemble. J'ai beaucoup de mal à je dirais entre Clerks, parce que le côté un peu loser qui parle de cinéma tout le temps, je trouve que ça me ressemble un peu. Je m'identifie un peu au personnage principal de World Ends, l'espèce de mec un peu perdu qui vit son adolescence comme une ère où il a été grandiose. Ouais, ça me correspond bien, donc ouais, c'est un peu. Je mettrais un peu ces 2 films-là pour quelque chose qui me ressemble. Après, je sais pas, c'est comment. T'as dit quoi, Faye T'avais dit quoi avant? Je sais plus. J'avais dit Souhaite Phantom 3. Oui, non. Parce qu'il y a un perso qui s'appelle Podcast. Oui, il y a un perso qui s'appelle Podcast. Est-ce que ça me définit assez? Je sais non, pas. mais je rigole, oh là là. Et un film que j'aurais rêvé de faire, j'aurais fait à dire un Batman, et je dirais pas un Batman, mais je dirais Spider-Man Into the Spider-Verse, avec un tiret. Ah oui, bien joué. C'est vrai que c'était une certaine extase artistique à tous les niveaux. Et je comprends que c'est un film qu'on aurait rêvé de faire, effectivement. Alors toi, Herriot, tu veux bien aussi te plier à ces 2 questions qui sont pas forcément faciles? Alors, je vais pas te cacher, Spike, que quand tu m'as donné ces 2 questions, j'y réfléchis un long moment. Et j'ai trouvé, du coup, je vais répondre à tes 2 questions, mais c'était pas simple. Donc, le film qui me ressemble, je dirais que c'est Your Name, film d'animation de Makoto Shinkai pour toutes les thématiques du film, pour ces 2 personnages. Très chouette Ce sera- film. Ouais, ce sera peut-être un autre film si tu me reposes la question dans 10 ans, mais pour l'instant, c'est celui-là. Et un film que j'aimerais réaliser, pareil, j'ai réfléchi toute une nuit. Et c'était pas simple, je dirais Vivre de Zhang Yimou pour tout le côté euh, grande fresque familiale. Et puis dans Vivre, tu suis un peu cette Chine communiste à l'époque de Mao Zedong. Donc c'est un film passionnant où tu as plein de choses à dire. Très belle réponse. On l'a pas eu souvent celle-là, on l'a même jamais eu jusqu'à présent. Et c'est vrai que c'est assez spécifique comme choix, mais je te rejoins en partie sur cette envie. Alors ensemble, mes amis, aujourd'hui on va parler de Scott Pilgrim, donc je vous fais un petit peu la fiche technique, c'est sorti en 2010, c'est réalisé par Edgar Wright comme on l'a dit précédemment, et on retrouve dedans Michael Cera qui joue Scott Pilgrim justement, Mary-Elizabeth Winstead dont je suis secrètement amoureux mais ne le dites pas à Oracle qui interprète Je vais Ramona tout lui Flowers. Et Helen Wong qui joue Knife Show, mais on va aussi retrouver un casting de luxe puisqu'il y a entre autres pêle-mêle Alison Peel, Jason Schwartzman, Anna Kendrick et même Chris Evans et Brie Larson. C'est d'ailleurs amusant de constater qu'un film qui est adapté d'un comics réunit dans son casting autant de personnes qui ont par la suite joué des super-héros au cinéma. Aubrey Plaza, t'as oublié Aubrey Plaza? Oui, c'est vrai, il y a Aubrey Plaza qui fait un petit rôle. Ouais. Moi je suis pas secrètement amoureux d'Aubrey Plaza, je suis complètement amoureux d'Aubrey Plaza. Je vais rien dire, je l'aime bien aussi. S'il y en a qui connaissent pas, elle joue dans cette excellente série qui est Park and Recreation, qui est dispo sur Amazon Prime, s'il y en a qui veulent découvrir. Qui est la meilleure sitcom de tous les temps. Et du coup, le pavillon de parenté avec Stéphane Plaza. Non. Non, aucun. Même si elle aussi, elle respire la joie de vivre et la gaieté. On a la chance d'avoir un spécialiste du comics Ouais, non, avec nous non. en la personne de James. Non. Je suis un lecteur de comics, mais pas un spécialiste. J'aime parler de comics. Alors du coup, je vais m'appuyer un peu sur ton expertise pour savoir un petit peu d'où ça vient Scott Pilgrim et d'où c'est tiré exactement et qu'est-ce que ça raconte un petit peu, si tu veux bien nous en dire plus. Alors, Scott Pilgrim, c'est à la base un comics indé de Brian Lee O'Malley, qui est un auteur et musicien canadien, qui
qui vient de Toronto, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été publié dans une petite maison d'édition. Et j'ai très bien fait mon travail, donc je n'ai pas plus d'infos, à part vous dire que à côté de ça, Brian Lee O'Malley, il a fait aussi Seconds, qui est pas mal, et Snort Girl, si vous avez envie de vous lancer dans la bibliographie de notre ami Brian Lee O'Malley. Et je crois qu'il a bossé avec Edgar Wright sur le film. Ouais, alors si tu veux, je peux donner un peu plus d'infos sur le. Vas-y. Parce que j'ai vu ça. Alors j'ai vu ça dans une excellente vidéo de Monsieur Bobine qui précisait qu'en fait il a eu l'idée au départ après qu'il ait eu des retours sur sa première BD qu'il avait faite qui s'appelait Lost, je crois, at the Sea ou Lost in the Sea, un truc comme ça. Et en fait on lui avait fait des retours comme quoi c'était sympa mais que c'était plat et que ça parlait pas assez de lui-même. Et donc il a décidé de partir sur la création d'une BD qui parlerait un peu de sa vie. Et donc comme il était musicien, il a raconté l'histoire d'un jeune musicien, donc Scott Pilgrim. Tu veux que je fasse le pitch ? Vas-y, fais le pitch. Alors Scott Pilgrim, c'est un mec qui a la vingtaine, c'est un peu un loser qui squatte la part de son coloc, qui vit dans le même lit en plus. Il sort avec une lycéenne, ce qu'il n'assume pas trop auprès de ses amis, mais il va tomber éperdument amoureux de Ramona Flowers, et du coup il va quitter cette lycéenne pour sortir avec Ramona Flowers. Mais le problème, c'est que pour sortir avec Ramona Flowers, il faut combattre ses 7 ex maléfiques, et du coup il va devoir battre ces 7 ex maléfiques pour pouvoir trouver l'amour. Et après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans ce récit, comme je dis, il a pris des éléments de sa propre vie, et puis il a pris aussi des éléments qu'il aimait bien, donc il y a un côté très manga dans la façon dont il va construire son histoire. Beaucoup de références aux jeux vidéo. Voilà, beaucoup de références aux jeux vidéo, et à l'époque où Edgar Wright va être sur le projet, il avait sorti, je crois que 3 ou 4 tomes, il n'avait pas tout sorti entier, donc il a bossé avec... C'est en 6 tomes, je pense. Ouais, le truc est en 6 tomes, mais il n'en avait sorti que 3 ou 4. Et en fait, la fin est un peu influencée par le film. Et elle est différente du... Oui, mais en fait, il avait donné tous les éléments à Edgar Wright en disant à peu près ce qui allait arriver, la personnalité du boss final et compagnie. Et voilà, ils ont un peu bossé ensemble pour finir l'histoire du film. Et comme tu l'as très bien dit, ça l'a après par la suite inspiré pour son propre œuvre. Enfin, vraiment, si vous avez aimé le film, moi je vous conseille vraiment de vous jeter sur le comics. Le comics, c'est bon, comme on est sur 6 tomes, forcément c'est plus long, mais on s'intéresse vraiment sur plein d'autres personnages que Scott. On en apprend plus sur Kim, qui est la batteuse de son groupe, avec qui il a eu une petite relation. On en apprend plus sur les différentes relations qu'a eu Scott avant Ramona Flowers. Enfin, vraiment, moi, c'est un bouquin qui est très touchant et qui est très cool. Et, si on devait le faire choix entre... Après, je sais pas si vraiment... Il y a un choix à faire entre le film et le comics. Moi, je préfère quand même le comics. Mais après, James, le comics, c'est une histoire qui va se passer sur plusieurs mois. Et en fait, sur le film, ils ont décidé de garder ce qui était important et de raccourcir le temps du récit qui va se dérouler sur plusieurs semaines, enfin, tu vois, sur beaucoup moins de temps, en fait. Parce qu'on a dans le comics, il y a vraiment toute la relation Ramona Flowers, enfin le début de relation de Ramona Flowers et de Scott. Il y a même un moment où ils vivent ensemble et tout. Donc. Alors que le film, il se concentre que sur le début de la relation, en fait. Ah oui, d'accord. Donc le comics va quand même beaucoup plus loin que ce que nous propose le film. Alors tu l'as dit, James, rapidement, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même un élément central du film. Il y a cette vision qu'a Edgar Wright du jeu vidéo, et je trouve qu'il va vraiment emprunter de nombreux éléments au jeu vidéo. On va revenir là-dessus. Mais avant justement de voir ce qu'il retient du jeu vidéo dans Scott Pilgrim, si j'ai bonne mémoire, Herriot, tu avais déjà évoqué le rapport de Edgar Wright avec le jeu vidéo dans ton papier sur Shaun of the Dead. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment est née cette histoire d'amour entre le cinéaste et le jeu vidéo ? On situe beaucoup Edgar Wright et sa passion pour le cinéma, où il disait que le cinéma, ça a été un peu son babysitter à vie, où il allait voir des films avec son frère. Mais le jeu vidéo est tout aussi important. Jeu vidéo qui est très japonais, et qu'il adore Resident Evil, qui lui a permis de faire Shaun of the Dead. Il adore les JRPG. Donc
c'est quelqu'un qui adore les jeux vidéo et qui a eu un impact dans sa vie. Bah d'ailleurs, c'était quelqu'un qui jouait non-stop aux jeux vidéo et en fait, à un moment, il a dit si je veux continuer à faire du cinéma, il va falloir que je mette de côté les jeux vidéo. Et pendant toute une Ouais. période, il s'est vraiment concentré sur le cinéma. Il s'est vraiment, avec Baby Driver, où il s'est remis à jouer, où vraiment là, il jouait à GTA, tu vois. Et là, c'est vrai que sur ce film-là, c'est vraiment Zelda. Il y a beaucoup d'éléments, que ce soit dans les codes couleurs, dans les musiques, même dans la construction de l'histoire, qui rappellent vraiment Zelda. Et je sais Mm. qu'il a dû demander, enfin, il a passé un accord avec Nintendo, je sais pas quoi, pour pouvoir citer tous les trucs qui sont cités dans le film, en fait. Après, ça, c'est des influences qui étaient déjà très marquantes dans le comics. Enfin, je pense à le moment où, pour les gens qui ont déjà vu le film, l'Extra Life que récupère Scott à un moment. Oui, mais ça, c'est général. Je te parle des petits trucs de Zelda, moi. Il y a quand même beaucoup de références à Zelda aussi dans le comics. Moins quand même. Hein. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Mais je te crois, je te crois. On sent ils ont à peu près le même âge et je pense qu'ils ont bouffé enfin, ils ont été élevés avec les mêmes références et donc même les pièces qui tombent quand il bat un des ex, c'est un truc qui était présent aussi dans le comics. Mais il y a beaucoup de choses qui sont référencées, qui ont été un peu plus poussées par Edgar Wright, mais elles étaient déjà dans le matériel de base. Oui, bah après, il a pu aller plus loin parce que la BD, elle est par exemple en noir et blanc. Oui. Et tu vois, par exemple, les couleurs de cheveux de Ramona, en fait, j'ai lu que chaque couleur de cheveux utilisée correspond en fait à une déesse, enfin, que tu vois dans Zelda. Je crois que je les ai notés les noms. Par exemple, Pink, c'est Din, Blue, c'est Nehru, et quand elle a les cheveux verts, c'est Faror. Donc voilà, je le dis pour les spécialistes de Zelda. Justement, tu tends une perche magnifique parce que le prochain point que je voulais aborder, c'était justement ce jeu de référence que fait Edgar Wright avec le jeu vidéo. Alors, je sais pas si vous êtes tous les trois joueurs de jeux vidéo ou si vous l'avez été comme moi, Si à fond. mais est-ce qu'il y a des références est-ce qu'il y a des références qui vous ont particulièrement marqué? Je vais peut-être donner la mienne en premier. Moi, j'ai beaucoup pensé à Soul Calibur dans un affrontement. Alors, ça n'est pas Scott qui affronte l'ex maléfique à ce moment-là du film parce qu'il ne veut pas frapper une femme, mais c'est Ramona Ah qui oui. affronte une de ses ex. Et là, les armes que les deux femmes emploient pour s'écharper sont des références directes à Soul Calibur. Et pour avoir pas mal joué à Soul Calibur avec l'ami Yamaneko qui fait aussi partie de l'équipe, ça m'a particulièrement touché. Est-ce que vous, il y a des références comme ça qui vous ont marqué? Peut-être toi, Eru, en premier? Bah, en fait, il y a deux références que je noterai. C'est quand tu lances Scott Pilgrim, tu as le générique du logo Universal. Ouais. Et ce générique, il est en 8 bits. Hein. Mm. Et moi, j'ai pas connu ces générations de consoles, mais quand tu vois l'image 8 bits plus la musique, t'es tout content. Et une seconde référence, tu parlais de Soul Calibur. Il cite aussi un autre jeu de combat qui s'appelle Virtua Ouais. Fighter. Quand il dit KO, c'est totalement, ça vient de là cette référence. Et Edgar Wright, c'est aussi quelqu'un qui adorait jouer aux jeux de combat. Tu vois avec la scène de la salle d'arcade où c'était à une période où tout le monde allait à la salle d'arcade jouer et battre les copains. Et toi, Faye, il y en a une qui t'a marqué? Non, mais moi j'ai beaucoup joué aux jeux de baston aussi parce que j'adore ça. Et c'est vrai que vous avez cité les meilleurs, quoi. Virtual Fighting, Soul Calibur aussi, j'ai pas mal joué. Moi, c'était quand même pas mal Tekken. Mais sinon, au niveau des références, c'est vrai que au tout début du film, là justement, après le truc 8 bits, quand on arrive dans la maison et qu'on entend la musique de Zelda, tu sais, le tu. Ouais. Oui, Ça rappelle ouais. des souvenirs, tu vois, quand tu te prends bien la tête sur Zelda et tout. Mais je me dis, le film qui commence direct avec une référence à ça, c'est sûr, ça va me parler. Mais même tout le langage du film, c'est un jeu vidéo, c'est un jeu voilà, de RPG où ton perso va apprendre, va rencontrer des alliés, va gagner des points d'expérience, de bonus et tout. Enfin, c'est magique, quoi. Franchement, je peux pas dire, mais je peux pas dire qu'il y a vraiment juste un point que j'ai retenu parce que j'ai trouvé tout fantastique, en fait. Non, et puis quand t'adores cet univers, quand tu lances ce film, que tu vois du coup cette musique, cette introduction où je me revoyais en train de jouer à Zelda pour la première fois, t'es aux anges et t'es content Mais en c'est fait, ça. hein, car ça te rappelle plein de C'est choses. ça, parce que moi, j'ai vraiment grandi. Moi, j'ai vraiment grandi avec les consoles. Tu vois, la première console que j'avais, c'était mes parents qui avaient un truc où t'avais, comment ça s'appelle, Pong. Et après, j'ai enchaîné, tu vois, avec la Nintendo, la NES, tu vois, la Master System, puis ainsi de suite, quoi. Et c'est vrai que c'est des souvenirs sur ton mon enfance. Enfin, ça te lie immédiatement au personnage, en fait.
Et toi, James, il y a des références particulières qui t'ont marqué? Est-ce que tu es joueur en dehors de ta passion du comics? Moi, ce qui m'a marqué, c'est le moment où il fait pipi, qu'il y a la barre de Ah, qui mais descend. ça, c'est totalement principe de RPG. Fate a commencé à le dire, et c'est vrai que en dehors des clins d'œil qui sont assez sympathiques quand on est joueur de jeux vidéo, il y a aussi toute une grammaire que va retenir Edgar Wright et une courbe de progression qui est très très jeu vidéo. Ne serait-ce que dans le résumé du film que tu nous as fait, James, on voit que cet affrontement avec les ex-maléfiques, c'est un peu des boss de plus en plus coriaces que devrait affronter un personnage. Il y a vraiment toute une grammaire, une fois de plus, du jeu vidéo qui revient et qui se prête vraiment efficacement, je trouve, au long métrage et qui lui offre une certaine générosité et surtout un ludisme qui d'habitude est réservé aux jeux vidéo et qui là éclate vraiment dans son film. Ouais. Et puis il y a toute une référence tu vois, sur le langage, que c'est un film qui parle encore une fois des thèmes chers à Edgar Wright, qui sont justement le côté, le fait d'évoluer, le fait de rester prisonnier de son passé, et d'essayer d'aller de l'avant et compagnie. Et c'est vrai que le fait d'utiliser le langage du jeu vidéo, c'est encore une autre strate. Tu vois, on avait eu l'horreur, on avait eu le film d'action, après on va avoir la science-fiction et compagnie. Et en fait, c'est ça que j'adore quand je vois les films d'Edgar Wright, c'est que je me sens proche parce que c'est aussi ma façon de communiquer. Tu vois, je vais avoir tendance à utiliser la pop culture pour faire passer des idées ou des sentiments que j'arrive pas à partager autrement. Et j'ai l'impression que Edgar Wright, il fait pareil que moi, et donc au final quand je vois ces films, je me sens comme à la maison. En fait, c'est comme si j'allais dialoguer avec quelqu'un qui me comprend, et je trouve ça super cool, cette utilisation de la pop culture, de montrer que derrière un jeu vidéo il peut y avoir des choses très profondes qui vont être dites, et on le voit dans plein de grandes œuvres qui ont marqué. On prend un Final Fantasy par exemple, James, toi il y a des Final Fantasy qui t'ont marqué, par exemple le 7, Ouais, le 7. ou même le 6 aussi, qui est hyper marquant. Ouais. Il y a des choses très À l'opéra très dans le fortes, 6. il y a des choses très fortes en drame, en aventure et tout. Enfin, c'est super cool de voir un cinéaste qui le traite avec comme un outil de communication pour parler à des gens qui utilisent ça comme ils respirent en fait. Et après, c'est bien, mais en même temps, ça peut fermer la porte à un certain public aussi. Donc, si vous l'aviez pas compris, Faye est ta bête de Community. C'est vrai. D'ailleurs, quand je l'ai vu, je me suis dit, je comprends tout ce qu'il dit. C'était trop Movie cool. référence. Alors, du coup, James, toi qui prends la parole et qui a l'habitude de nous offrir des bons podcasts autour de la pop culture aussi, est-ce que tu as cette espèce d'attachement aussi à Edgar Wright? Est-ce que tu as l'impression que c'est quelqu'un d'amoureux et de respectueux de la pop culture? Est-ce que ça crée un lien spécial avec lui? Je pense qu'il y a un lien, comme on a le même lien avec mon tête dans une autre mesure, et peut-être pas aussi universel avec Kevin Smith, qui... Bizarrement, je l'ai pas avec Kevin Smith. moi, c'est pas, moi j'ai un peu le même lien avec Kevin Smith, qui est quelqu'un qui est comme nous, quoi, qui a été bercé dans la pop culture, et qui a besoin dans ses films de toujours référencer à la pop culture et au cinéma, et enfin quand on regarde Clerks et une autre mesure Jay Silent Bob contre-attaque, ou même Dogma, enfin on voit un lien avec le ciné d'Edgar Wright, et voilà. Enfin, on parlait de Community, Dan Harmon, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il y a toute une génération qui commence à arriver à Hollywood là, de gens qui ont été bercés par la pop culture et surtout qui arrivent à faire à rendre personnelles les références qu'ils ont. Ils les englobent. En fait, ils les ont digérés, et on est loin de... Je vais encore me faire... Faye, il sait de quoi je vais parler, forcément. On est très loin de Big Bang Theory. Ouais, voilà, de Big Bang Theory qui balance des références à la tronche comme ça, sans vraiment sans savoir de quoi il parle, et juste pour regardez, on vous fait plaisir, regardez, il y a un peu de fanservice. Non, Edgar Wright, il sait de quoi il parle, il a vu les films dont il parle, il a lu les comics dont il veut parler, et il a vu ces séries télé là, et à chaque fois quand il donne une référence, ou quand il fait comme il met Seinfeld, Jar Jar Binks, ouais, dans la série t'as le générique à un moment dans Scott Pilgrim. Ouais. Ça, mais les références, elles sont pas juste pour mettre une référence, elles ont un sens, elles ont une logique, et c'est ça qui est génial, quoi. Toi aussi, Ario, tu ressens cette espèce de rapport, j'ai envie de dire presque amical, qui se crée entre le public amateur de pop culture et Edgar Wright? Ouais, pareil, j'ai le même ressenti.
Je suis comme James et Faye, je suis plongé à fond dans la pop culture et de voir quelqu'un comme Edgar Wright qui vient pas de ma génération, vu que moi je suis génération 97, mais qui a les mêmes références que moi. Ah oui, il est tout Ouais, ouais, je jeune. suis tout jeune. Mais, C'est un bébé. mais il a les mêmes références que moi. Et sa force, c'est qu'il va utiliser ses références, pas juste pour faire façon Ready Player One et dire ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, il va les Oui. utiliser Mhm. et, euh, et il va faire des films qui nous parlent. Shaun of the Dead, ça nous parle. Hot Fuzz, ça peut nous parler. Mm. Et Scott Pilgrim, bah, ça nous parle complètement. Donc, c'est pour ça que Ah j'adore oui, ce oui. réalisateur. Non, je veux dire, c'est que c'est des thématiques Non, c'est universelles. ça. Même des gens qui vont pas être dans, bah voilà, dans notre prisme de la pop culture, bah c'est quand même des choses qu'ils auront vécues à un moment donné aussi. On est tous à la recherche de Mm. soi-même. On a tous un passé avec lequel, bah voilà, on doit vivre et parfois c'est difficile de s'en détacher. Enfin, c'est des choses qu'ils peuvent ressentir. Après, par contre, le langage utilisé peut, voilà, encore une fois, exclure certaines personnes. Mais moi, je trouve ça chouette qu'on ait enfin quelqu'un qui dise, bah voilà, toutes ces œuvres-là, c'est pas du caca comme certains critiques le disent. Il y a des choses à en tirer. On peut s'en servir comme outil pour, voilà, pour représenter quelque chose. Ça peut être une métaphore, ça peut être plein de choses. Par exemple, voilà, dans le film, je parle beaucoup du passé, des bagages. Mais par exemple, il y a une série comme How I Met Your Mother qui va illustrer aussi bah, cette même thématique en représentant les persos avec des valises qui transportent avec eux des choses lourdes. Et c'est exactement la même chose que raconte Edgar Wright, mais lui, il va utiliser ben, des choses qui viennent du jeu vidéo avec le combat des ex. Les ex, c'est des valises. Voilà, c'est... Dès le début du film, il souligne comment dire, un poncif du jeu vidéo, c'est-à-dire le fait que lorsqu'il joue à un jeu d'arcade avec Knives Show au début du film, il va se retrouver, son personnage est un ninja, et il va se retrouver opposé à un ninja maléfique en fait qui est juste une copie de lui-même, mais version dark si vous voulez. Et c'est quelque chose qui va revenir aussi plus tard dans le film, mais on a l'impression que Edgar Wright, il aime le jeu vidéo, mais il est aussi conscient de ses défauts et de certains de ses élans les moins inspirés et qu'il l'utilise dans son film, mais toujours avec un amour et un respect. L'exemple que tu soulèves, c'est un excellent exemple parce qu'encore une fois, bah, il nous dit au final, notre pire ennemi dans la vie, c'est nous-mêmes. Parce que c'est toutes nos émotions négatives et choses comme ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer et qu'on n'arrive pas à s'améliorer et qu'on n'arrive pas voilà, à devenir une meilleure version de nous-mêmes ou à aller de l'avant. Et dès le début du film, il nous le dit, il nous donne en fait la clé qui va nous permettre de comprendre et de nous-mêmes avancer comme avec le personnage. Sauf que lui, il va le comprendre plus vers la fin du film, mais dès le début du film, il nous donne la clé de compréhension, la clé qui peut nous-mêmes nous aider à prendre conscience de nos propres problématiques en fait. Et c'est hyper intéressant. C'est un film qui est très psychologique en fait, mais en utilisant ce côté jeu vidéo, ça permet de rendre cet aspect-là accessible en fait. Et encore une fois, ça c'est totalement un truc qui vient du comics parce que il y a bon là c'est juste une petite blague dans le film, mais dans le comics il y a tout un arc où Scott se bat avec cette espèce de version maléfique de lui-même, et au final il comprend que pour avancer dans la vie il faut accepter ta part d'ombre, et du coup il accepte cette part ce double maléfique de lui-même, et il devient pote avec, comme on le voit dans le film. Eh bien, encore une fois, Edgar Wright, il a compris la vraie nature de la force. Moi, je le dis, il aurait pu être un bon Jedi. C'est tout. C'est exactement ce qui est raconté dans la postlogie. Comment avoir l'équilibre. Voilà, c'est la psychologie. En fait, ce qu'il faut retenir par rapport à Scott Pilgrim, c'est en fait, tu vois un film sur l'acceptation de soi-même. Ce que va traverser Scott, c'est le fait de s'accepter soi-même, et tant qu'il ne s'acceptera pas soi-même, tant qu'il n'acceptera pas le fait qu'il ait fait des erreurs et qu'il rejette la faute sur les autres, il ne peut pas avancer. Et tous les films, c'est ça. C'est ça, et puis il y a aussi toute cette compréhension du fait qu'il faut être empathique et qu'il faut comprendre que finalement pour avancer aussi, on a besoin des autres, parce que toutes les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est ce qui fait qu'on va apprendre, qu'on va gagner du niveau, un peu comme dans un jeu vidéo, et qu'on va s'améliorer, et le film raconte ça aussi. C'est pour ça que il se retrouve confronté au passé, parce que le passé va lui montrer
qu'il peut s'en servir comme point d'appui pour avancer plutôt que comme point d'ancrage en disant ah bah non il m'est arrivé ça, j'ai trop peur, j'ai pas envie de m'engager avec quelqu'un parce que j'ai eu une mauvaise expérience et tout. Non, il va comprendre que bah voilà ça a pas marché, mais il peut apprendre quelque chose de positif de ça. Et c'est aussi, je trouve que c'est un film finalement qui est hyper positif parce qu'il n'est pas moralisateur comme on peut le voir dans certains films où souvent on va voir le personnage du geek qui va être montré comme un loser qui vit dans la cave de ses parents et qui a un gros pervers. Oui, Pixel, je pense à toi par exemple. Mais là voilà, c'est plutôt genre chacun a son propre rythme, chacun a ses propres traumas, a son propre passé, et chacun évolue et avance à sa façon. Et c'est pour ça quand je dis que c'est un film qui est très psychologique, je trouve aussi que le parcours de Scott Pilgrim, ça peut faire penser aussi à une thérapie où on va revenir justement sur les points du passé qui terrifient pour essayer de comprendre pourquoi ça nous terrifiait et essayer justement de plus en avoir peur. Et c'est exactement ce qui arrive aussi à Scott quand il va se retrouver face à son ex, où justement bah voilà, il va comprendre qu'il s'est fait du mal à lui-même et que ça sert à rien de la transformer en une espèce d'entité qu'il faut fuir absolument. Et il va, en minimisant en fait cette expérience, ça va le libérer. Et il y a vraiment tout le film, c'est ça aussi. Donc c'est un film qui est vraiment hyper intelligent. Et je suis vraiment très très triste, je sais pas si tu vas en parler Spike, mais de voir à quel point ce film a été mal distribué à l'époque et que ça fait partie de ces films qui ont bidé mais injustement en fait. Comme Last Night So, hein. Oui, absolument. C'est vrai que ça a l'air de frapper Edgar Wright régulièrement, malheureusement. Et moi, j'ai du mal à l'expliquer parce que pour moi, le film, il a une vraie générosité dans le fond. On le caresse depuis un moment, là, donc on va mettre les pieds dedans. Toute cette réflexion sur la jalousie dans une relation amoureuse, le fait de se sentir diminué parce qu'on n'a pas été le premier compagnon de la personne dont on est amoureuse, c'est quelque chose qui va être vraiment omniprésent. Donc il y a une générosité du fond, mais il y a aussi une générosité de la forme. C'est-à-dire que quand on parle des ex de Ramona Flowers, on parle par exemple à un moment de manière très imagée d'un de ses ex qui a mis un coup de poing dans la lune et qui a fait un trou dedans. Et ben la lune, à chaque fois qu'elle va apparaître dans le film, même dans des scènes avant qu'on évoque ce fait, eh bien, il va avoir un trou dedans. Et ça a l'air de rien, c'est des petits détails, mais c'est quelque chose de soigné. J'ai l'impression qu'Edgar Wright, il soigne vraiment chacun de ses plans, chacun des axes de son scénario avec une générosité et une attention qui est très importante pour le grand public. Et c'est peut-être pour ça que ces films nous parlent autant. Mais après aussi, ce qui est intéressant, c'est tout le travail de préparation. C'est-à-dire qu'il a commencé des mois avant, parce qu'au départ, il était soutenu par un gars de Universal, qui lui a permis en fait de commencer les préparatifs genre 3 ou 4 mois avant de tourner, et il a fait un entraînement donc à ses acteurs, que ce soit un entraînement physique pour les scènes de baston avec un gars qui vient de l'équipe de Jackie Chan, et en plus il devait aussi s'entraîner à jouer la musique parce qu'il voulait que chaque groupe joue vraiment des instruments. D'ailleurs il y a un vinyle qui est sorti avec les Ouais, c'était lors de la ressortie du film, je crois. C'est ça, ouais. Et puis après, il a insisté pour tourner sur les vrais lieux qui sont représentés dans le comics, et ceux comme le bar où se produisent le groupe, les sex bobos. Ça avait changé. Ouais, voilà, ça avait changé de look, et donc il l'a recréé en studio pour que ça soit exactement comme à l'époque où l'auteur du comics jouait. Enfin, il a essayé vraiment de mêler un côté réaliste avec un côté un peu surréaliste. Et ça, je trouve ça, encore une fois, que c'est une super représentation de... Bon, en tout cas, ça me parle à moi de comment je vois le monde. C'est-à-dire que moi, j'aime bien mettre un peu de folie et de magie dans le monde qui m'entoure. Et c'est vrai que des fois, imaginer le côté jeu vidéo ou imaginer un truc par rapport à un film, ou tu vois, quelque chose comme ça, histoire de encore une fois, magnifier le quotidien. Et je trouve que c'est exactement ce qu'il fait dans le film, et c'est une super bonne idée. C'est montrer aux gens comment nous, on voit la vie. Et finalement, c'est plus sympathique de l'autre côté. Hein. Rejoignez la secte. C'est vrai que cette générosité, on la prend en pleine poire, et du coup, on prend un pied monumental en fait en regardant Scott Pilgrim. Et puis pour conclure sur l'aspect jeu vidéo, je vais citer notre ami Yamaneko qui m'a dit à l'époque de la sortie du film, quand nous étions jeunes et insouciants, qu'il y a plus de jeux vidéo dans Scott Pilgrim que dans n'importe quelle adaptation bête et méchante d'un jeu à licence. Ah ouais, non mais totalement.
Je disais, n'allez pas voir Free Guy parce que vous allez morfler. Ah non, mais Free Ah ouais, Guy, on- laisse Putain, tomber. mais mon dieu, quoi. On l'a Non, bien mais allumé sur le site, je te rassure. Non, le gros paradoxe par rapport à ça, c'est que Scott Pilgrim ne parle à aucun moment de jeux vidéo par rapport à toutes ces licences qui adaptent des jeux vidéo. Mm. Et dans Scott Pilgrim, tu vois un amour fou pour cet art, pour cette culture, Ouais. et ça fait plaisir en fait. Donc, Mais moi, en fait, ça me rappelle quand je vois, par exemple, tu vois, Tron, le premier Tron Oui. donc, de Disney, c'était fait par des personnes, justement, qui étaient hyper intéressées par tout ce qui était, bah voilà, les jeux vidéo de l'époque, les effets numériques de l'époque. On voit tout le travail qui a été fait autour. C'est passionnant. Et c'est vrai que quand je vois Tron et quand je vois Scott Pilgrim, je ressens un peu cette émotion-là, cette passion-là. ouais. Et encore une fois, c'est deux façons différentes d'utiliser ce média, donc du numérique, du jeu vidéo, pour raconter, bah, pareil, des histoires avec des héros qui vont évoluer en rencontrant des alliés, des boss, des trucs comme ça, et chacun vont voilà apprendre des choses, devenir moins égoïste et finalement s'affirmer et passer à un autre niveau. Donc il y a des parallèles à faire entre les deux aussi. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est de voir que Scott Pilgrim a fait le chemin inverse, c'est-à-dire que plutôt que d'adapter une licence de jeu vidéo, il s'est vu adapter en jeu vidéo, et je crois que James t'y a pas mal Ouais. joué, toi. Ouais, bah, il est dur quand même, hein, dans mon souvenir, mais C'est un jeu d'arcade, c'est c'est un un jeu jeu Beat'em all. d'arcade style beat'em all. Ouais. C'est vrai, c'est un super jeu qui est ressorti sur Switch il y a pas longtemps, je crois, et sur PS4, alors qu'il était que sur Xbox Live et qu'il était un peu perdu sur le Xbox Live de la 3.6. Ouais, c'est un super jeu avec des musiques vraiment bien. Bah, c'est vraiment fait avec passion bah, pour le comics et pour le film. Les designs sont vraiment sympas. Et ouais, je l'ai vraiment bien aimé ce jeu. Alors justement, tu nous parles de musique, et c'est le deuxième point, le deuxième grand thème que j'avais envie d'aborder, c'est la musique qui est présente dans Scott Pilgrim. Et là, je me suis posé une question en voyant le film, en sachant qu'il était adapté d'un comics. Est-ce que c'était quelque chose qui était aussi omniprésent dans le comics, et comment Oui. est-ce qu'on Ouais. représentait vraiment le son sur papier? Alors en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quand il a sorti le comics, l'auteur, il l'avait accompagné d'une playlist. Playlist qu'il a communiqué justement à Edgar Wright, et on a beaucoup de morceaux de cette playlist qui sont présents dans la musique, dans le film en fait. Donc c'était vraiment quelque chose qui était hyper important pour lui. Après, dans le comics, il me semble qu'il utilise des onomatopées, il utilise des Ouais. traits, comme si c'était une grosse puissance un peu, Mm. comme tu vois, genre Dragon Ball quand ils Il se utilise battent. beaucoup T'as l'impression que d'effets la un musique, ça peu fait ça, très ouais. manga Mm. pour représenter le son et la musique. Bah, genre la baston, tu sais, entre les deux groupes, là, entre les deux DJ. Ouais. Et Même la le baston groupe, de- c'est vachement bien rendu La dans baston le de film. basse hein. entre Ouais. un des ex, celui qui est joué par l'ancien Superman, là, je sais pas comment il s'appelle. Brendan Brendan Ruth. Brendan Ruth, voilà. James. Ah oui. Donc le Le végétalien. végétalien, ouais. Voilà, le végétalien. Il y a une baston parce que ils sont tous les deux bassistes et du coup c'est assez graphique la façon dont il le fait. Ouais, ça m'a vraiment fait penser à du Dragon Ball, en fait. Et je trouve que le C'est vrai. film, ça retranscrit ça super bien, en fait. Même les bastons, enfin, c'est... Il y a même les batteuses, la batteuse du groupe de l'ex de Scott, donc qui est avec le végétalien, c'est une cyborg. Elle a des, il joue avec ça, c'est assez graphique aussi. C'est vrai que la référence à Dragon Ball, j'y avais pas forcément pensé, mais j'avais noté par exemple quand Scott joue de la basse et qu'il y a une espèce de, comment dire, une espèce d'aura qui entoure sa basse, un peu forme graffiti, ça fait beaucoup penser à Dragon Ball. C'est quelque chose qu'il y avait aussi dans le comics, James? Moi, je dirais oui. Ouais, je parce dis, qu'il ouais, y avait j'ai- les traits, il y avait les... Non, parce que moi, ça m'avait marqué à la lecture. Je me disais, mais comment on va pouvoir faire ça en images? Et en fait, il l'a fait. Enfin, je pense que les gens de Dragon Ball Evolution, ils auraient dû demander directement à Edgar Wright. Hein. Ça les aurait aidés. Hein. Ah non, mais on sent la puissance du truc. Enfin, c'est... Après, c'est pas la meilleure BD pour ce qui est la rose. Moi, je sais que j'ai eu un effet assez particulier avec Blue Giant, qui est un manga sur le jazz, où vraiment, enfin, tu lisais les pages et tu voyais les pages de ton manga qui vibraient de musique tellement c'était superbement représenté
mais on n'est pas à ce degré-là de maestria. Le dessin, il est quand même assez appuyé, très. C'est des gros. Enfin, je suis pas en train de dire que c'est moche, hein, mais c'est pas un des traits très détaillés en fait. La musique, c'était quand même un élément essentiel, je trouve, dans la carrière de Edgar Wright, parce que dans quasiment tous ses films, il place la musique justement au centre de sa réflexion. Et j'ai l'impression qu'avec Scott Pilgrim, il atteint une certaine apogée dans sa démarche. Alors je dis apogée, mais après il y aura peut-être Baby Driver aussi qui va le mettre... La musique de Last Saints Row, elle est trop bien aussi. Enfin, il y a un autre travail sur le... Mais en fait, dans chacun de ces films, la musique a une part importante, hein. Donc, ce qui fait que, en fait, il n'y a pas de finalité que chaque film, c'est une étape, hein. Et du coup, chaque musique, et du coup, chaque musique qui va être utilisée va avoir une importance dans ce film. Tu peux pas dissocier le film et la musique, en fait. Mais il rêverait, je pense, de faire une comédie musicale parce que la façon justement dont tu utilises la musique qui va la caler avec ces scènes, enfin c'est un truc de dingue. C'est encore plus appuyé avec Baby Driver où vraiment Une je sais que comédie musicale avec Emma Watson. Non, mais par exemple sur Baby Driver, les acteurs ils avaient carrément une oreillette avec la musique pour vraiment bouger en rythme et tout. Donc je sais pas s'il a fait ça pareil, mais on voit tout le travail qu'il a fait où il a voulu que chaque groupe ait son identité. Je crois que c'est Beck qui joue pour le groupe de Scott Pilgrim. Ouais. Absolument, Il ouais. a engagé un autre groupe, voilà, pour faire celui de son ex. Il a pris 2 DJ justement style, enfin asiatique pour faire la musique des DJ. À chaque fois, il a vraiment essayé de faire que chaque groupe ait son identité et qu'on puisse pas les confondre en fait. Et c'est hyper. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Enfin, c'est chaque lieu a son ambiance. Quand on arrive à la fin avec le super Big Boss et tout, qui a un côté justement très électro, ça m'a fait beaucoup penser justement au film Phantom in Paradise de De Palma, avec justement le perso là du producteur, voilà, qui est une belle ordure. Je n'en dis pas plus pour pas spoiler, mais c'est un grand film, regardez-le. Mais visuellement, dans le club à la fin, on repense vraiment beaucoup à ce film-là. Et c'est Edgar Wright, c'est quelqu'un aussi qui va s'imprégner de vachement d'images, de films qu'il a vus, qu'il a aimés, et qui va les réutiliser pour vraiment, donner corps à ces personnages. Et c'est vrai que quand on voit le boss final, donc c'est Gideon, c'est ça, hein, James? Ouais, Voilà, qui est joué par Schwartz. ouais, Ben Schwartz. Voilà. Jason Schwartz. Non. Jason Stewart, Jason. ouais, c'est Ouais. le Ben cousin Schwartz, c'est un de autre. c'est Ben, le c'est un cousin autre. de Nicolas Cage, je le dirais tout le temps. J'adore ça. Et bref, et on le voit et direct, on sait que ça va pas déconner parce qu'on a toutes ces imageries qui nous sont familières, qui nous disent attention, c'est lui le vilain, mais c'est pas appuyé. C'est-à-dire si vous avez les références, ça y est, vous allez direct comprendre qui est le personnage. Si vous les avez pas, vous allez les avoir avec la façon dont il va se comporter et tout. Puis il va même utiliser la musique. Par exemple, j'ai eu ça dans la vidéo de Monsieur Bobine, où quand par exemple Ramona, elle parle du fait que Gideon la possède, qu'elle peut rien faire et tout, il va mettre en arrière-plan une chanson des Rolling Stones qui justement Under va My parler de Thumb. cette thématique. Voilà, ouais. Et c'est hyper intelligent, encore une fois. Je disais que la musique, ça participe à toute la réflexion qu'Edgar Wright a pour faire sa narration visuelle. C'est comment utiliser telle musique pour raconter tel truc, comment utiliser telle image pour Ouais. raconter une autre scène. Ça, c'est un truc qui est à fond dans son cinéma et c'est pour ça qu'on l'adore aussi. C'est pour tout ce cinéma très visuel qui est si satisfaisant. C'est un cinéaste qui est assez unique dans sa manière d'aborder le cinéma. Ouais, mais il maîtrise tout, tu vois. Il va pas se concentrer que sur un seul élément. Il va vraiment bosser le scénario, la réalisation, la musique, la couleur, la photo, enfin tout ce qu'il y a à bosser. Alors qu'il y a certains cinéastes qui vont, par exemple, se concentrer sur le visuel, mais au final proposer quelque chose de vide. Je ne citerai pas de nom, mais je pense qu'il s'est reconnu. Et voilà. Il mais- nous écoute, hein. Et où il y en a qui vont bosser que le scénario et pas vraiment faire attention à comment ils le mettent en image. Donc c'est vrai que c'est très bien qu'il soit un peu sur tous les fronts, quoi. Un peu comme un James Cameron. Allez, on fait des comparaisons, soyons fous. Mais c'est assez intéressant que vous parliez de comédie musicale un peu plus tôt, parce que Edgar Wright lui-même a déclaré que pour lui, c'était une comédie musicale, Scott Pilgrim, sauf qu'à la place de se battre avec des chansons et de la danse, ils se battent vraiment à coups de poing. Et voilà, pour moi, c'est vraiment cette structure-là aussi que je retrouve dans Scott Pilgrim, celle de la comédie musicale,
où la musique va porter quelque chose, elle va souligner l'action. Et puis je dois quand même vous faire un aveu très personnel. Oracle le sait mieux que personne, mais en matière de musique, j'ai des goûts de vieux. C'est comme ça. J'aime tous les vieux groupes. Et du coup, quand Edgar Wright nous propose, on l'a dit, un morceau des Rolling Stones, lorsqu'il fait une référence à Neil Young et à Stephen Stills, ou quand il reprend à la fin du film la chanson Ramona, qui est chantée un peu plus tôt dans l'œuvre, quand il la reprend à la fin, il le fait en imitant le style de David Bowie sur Space Oddity. Tout ça, c'est des choses qui, moi, me parlent. Alors, je ne sais pas si vous aussi, c'est des influences qui vous ont marqué, ou si vous avez des goûts un peu plus récents que les miens. Peut-être toi, James, je ne sais pas. Non, bah, moi je suis aussi vieux que toi, hein. Bon, même si j'essaie de rester à la page, contrairement à toi apparemment. Bah, David Bowie, les Stones, c'est la base, quoi. Donc effectivement, ça me parle un peu aussi. J'ai beau être très jeune, j'ai les mêmes références qui fait que moi, quand j'ai David Bowie, je suis très content. Ah, je pense que toi aussi, Faye, parce que quand on parle de David Bowie, on parle indirectement de David Lynch, non? Ah, mais moi, de toute façon, j'aime beaucoup David Bowie. De toute façon, j'ai des goûts musicaux particuliers. Elle a des goûts de vieux aussi. Voilà. Non, mais moi, j'écoute beaucoup de musique de film. Voilà. Après, j'aime beaucoup David Bowie. J'aime beaucoup les Stones, les Beatles. J'aime beaucoup aussi. Alors, à chaque fois, je n'arrive jamais à prononcer leur nom. Ça m'énerve, ceux qui ont fait l'album Led Zeppelin, voilà. J'aime beaucoup Led Zeppelin aussi. Mais j'arrive jamais à retenir. Mais je les aime, je le sais. Bref, voilà. J'aime bien des vieux groupes comme ça. Il n'y a que Taylor Swift qui Taylor Swift, c'est dans le récent. Oui, j'aime beaucoup Taylor Swift. Mais Taylor Swift, je suis désolée, elle Allez, écrit très bien. C'est C'est une conteuse comme Edgar Wright, c'est tout. Je suis désolée, ils devraient bosser ensemble, ça serait très bien. Oh non, mais je trouve qu'il a de bonnes références. Il me fait parfois redécouvrir des morceaux. Enfin, dans Baby Driver, il fait cool. vraiment redécouvrir des. Ouais. Oui. À l'image d'un James Gunn, il essayait de remettre des. Dans Last Night in Soho, il a mis Downton, alors ça, j'étais contente. Ah ouais, il est vachement bien. Ça m'a donné envie de revoir Lost. Dans sa manière d'aborder la musique, il y a cette envie de revisiter la musique pour nous offrir un autre message avec. Et ça enrichit son propos à chaque fois. Et parfois, j'ai juste envie d'écouter, juste de couper le son des voix et de mettre juste la soundtrack. Et ça peut raconter d'autres choses très En fait, ça me fait penser un peu, tu vois, quand t'es petit, t'écoutes Pierre et le Loup, où chaque instrument va correspondre à un personnage. Et je trouve que c'est pareil dans les films d'Edgar Wright, c'est-à-dire que une chanson va correspondre à un personnage et ça va nous livrer son état d'esprit, ça va nous livrer sa carte de visite en quelque sorte, ça va nous dire beaucoup de choses et j'adore. Et dans les bons films de Tarantino, ça fait. Alors j'avais parlé de Tarantino, mais tu vois, je trouve qu'Edgar Wright c'est un Tarantino en supérieur, c'est un Tarantino qui se contente pas juste de reprendre tiens, je vais refaire une scène que j'ai vue dans un vieux film, comme c'est un vieux film, ça fait cool. Il a digéré les codes et c'est ça. Il les remanie, quoi. Mais tu vois, c'est intéressant, même Tarantino, tu vois, ils ont fait par exemple des commentaires audio sur Hot Fuzz où justement Tarantino disait mais ouais, tiens, ça c'est pas mal ce que t'as fait et tout. Enfin, lui-même le reconnaît. Mais même, tu vois, Tarantino, il lui a donné. Oui, ils sont assez amis. Parce que Tarantino, sur Scott Pilgrim, par exemple, quand il lui a montré le premier montage, c'est lui qui lui a dit tu devrais faire un petit truc avant le générique, pas mettre direct le générique. Enfin, il lui a donné certaines idées pour améliorer le rythme. Et finalement, je trouve que c'était pas mal. Après, Tarantino, il a ses défauts, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est hyper passionné aussi. Est-ce qu'il serait pas meilleur script doctor Peut-être. que réalisateur. C'est pas étonnant que Wright et Tarantino s'entendent, ils parlent le même langage, ils ont le même cinéma, donc il faut plus de collaboration entre les deux. Oui, c'est vrai. Et par contre, quand on parlait de comédie musicale aussi, le fait qu'il y ait des arts martiaux qui soient utilisés, ça fait partie aussi de ça aussi, parce que dans les films hongkongais, par exemple, pour eux, ces scènes de combat, c'est préparé, comme des ballets. Et il était dans une école un peu style, c'est ça, l'opéra. Et ils apprennent tout pour eux, là-bas, les arts martiaux, ils apprennent ça en même temps qu'ils apprennent à danser, à chanter, à faire plein de choses. Et c'est vraiment un ballet. Le vrai combat, en fait, dans ces films là, c'est pas ce qu'on va voir à l'écran, c'est ce qui se passe dans la tête des personnages, c'est des combats mentaux. Et le film retranscrit ça aussi, c'est-à-dire que ça retranscrit l'esprit de ces films-là hongkongais, avec le fait que le vrai combat de notre personnage, c'est pas contre les ex, c'est contre lui-même. Et bon, à la fin, il va le personnifier pour ceux qui auraient pas compris, mais ce combat-là, il se déroule pendant tout le film. On le voit pas, mais il est là constamment, en fait. Et c'est encore une fois, tu vois, une autre couche d'hommage
en plus du jeu vidéo, il va utiliser, tu vois, le jeu de baston pour nous ramener sur ces films-là. Et c'est encore une fois, super intelligent. Et j'ai l'impression que sa réflexion sur le son, elle s'arrête pas forcément à la musique, et ça m'avait peut-être pas frappé jusqu'à présent dans sa filmographie, mais en y repensant, c'est vrai que c'était tout de même des éléments qui étaient déjà là. Il y a le fait que, même sur les effets sonores, il va pousser le soin autour de son film au maximum. Moi, je pense à une scène particulière, c'est une scène où Scott, en fait, se prend un coup de poing, et il est propulsé dans le ciel, et on l'entend faire « Ah !» et il reste dans le ciel pendant au moins, allez, on va dire 30 secondes, et le son va tout de même être présent de moins en moins fort, mais il va tout de même rester présent. Et là aussi, j'ai l'impression que Edgar Wright, c'est quelqu'un qui soigne ses films, qui apporte une touche personnelle, mais qui est aussi très perfectionniste. Et quand on parle de divertissement, en général, on a des en général, on va pas faire de généralité, mais souvent, on a des réalisateurs qui prennent la chose un peu par-dessus la jambe. J'ai l'impression qu'Edgar Wright, il se refuse à ça. Il veut absolument que son film soit le plus léché. Si tu regardes un peu le gimmick qu'il avait sur ses premiers films, tu sais, la façon de monter Très rapide, très rapide, très jump cut. Il y avait il y avait un vrai travail sur le bruitage à ce moment-là. Je pense que même quand il prenait les bières dans Shaun of the Dead, enfin dans Mais c'est pour rendre épique le quotidien, encore une fois. Ouais, et il y avait vraiment le Ah ouais. Mais là, dans le film, c'est intéressant parce que c'est une adaptation d'une BD. Et en fait, il arrive à retranscrire le bruit des cases. Ouais. C'est-à-dire les onomatopées. On va les voir écrits et en même temps, on va les entendre. Et c'est fou parce qu'il y a des scènes qu'il a reprises qui sont vraiment... Enfin, c'est calqué de la BD. Mais tu sais qu'en fait, ce film-là, ça a inspiré les créateurs de Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah, ça m'étonne pas. Encore une fois, je recite l'émission de Monsieur Bobine parce que je savais pas. Et en fait, ils se sont inspirés de ça et ils se seraient inspirés aussi du Speed Racer des sœurs Wachowski pour le côté visuel, pour les trucs un peu psychédéliques et tout. C'est vrai que ça se ressent en fait quand tu le sais, tu vois direct les références en fait. Non, mais en fait, la réflexion de Edgar Wright par rapport à Scott Pilgrim, c'est comment rendre une BD qui est quelque chose de très visuel, encore plus visuel et encore plus cinéma. Et ça aura inspiré les films Spider-Verse et d'autres films d'animation qui font ce mélange entre BD et cinéma. Mais même quand tu regardes 21 Jump Street, donc des mêmes réals, enfin qui sont producteurs du coup de Spider-Man, dans les 21 Jump Street, on sent qu'ils ont vu les films de Wright, et il y a un peu le même découpage et le même. Je vois Faye qui fait grimace parce qu'elle aime pas les 21 Jump Street, mais 21 et 22. Mais je trouve que c'est le moment où ils prennent de la drogue dans le premier. Il y a un peu ce même genre de montage ultra accéléré et ultra qui fonctionne de la même façon que ce que faisait Wright, quoi. Mais par contre, tu vois, c'est intéressant de voir Wright qui s'est posé une vraie question en termes d'adaptation, c'est-à-dire comment adapter un comics, qu'est-ce que je peux faire. Et quand on pense qu'il a bossé pendant plus de 2 ans sur un Ant-Man, pour au final se faire débouter par ça aurait été intéressant parce que c'était pas. Parce qu'il voulait... Enfin non, c'est lui qui est parti, je crois. Ouais. C'est lui qui est parti parce que pour divergence artistique, parce qu'on lui laissait pas faire un peu ce qu'il voulait, mais en fait ils ont gardé. En fait, toutes les scènes intéressantes. Je rêverais de voir ce film. Vraiment. Non, mais toutes les scènes intéressantes de Ant-Man, c'est ce qui lui ont piqué en fait. Mais tu vois, les Marvel, ils se sont pas posé la question. Ils se sont juste dit tiens, on a trouvé une formule avec les Iron Man, on va refaire pareil, on va surtout pas essayer de faire autre chose. Alors que on voit que le comics, c'est pareil, un genre, ce que tu veux, c'est un truc qui est intéressant, qui permet de raconter plein d'histoires de façon différente et qu'il faut pas réduire à un seul schéma. En fait, on le voit très bien avec ce que nous a proposé Edgar Wright, et il y a d'autres réalisateurs qui ont adapté des comics, pas forcément de super-héros, qui ont fait de vraies propositions de cinéma derrière aussi. Donc, comme quoi, on peut faire quelque chose d'intéressant avec ça. Ouais, c'est ça, c'est comment adapter le comics pour comment utiliser la forme de narration du comics pour que mon histoire soit intéressante.
On a bien caressé la forme du film jusqu'à présent, on a évoqué un petit peu le fond et je vous propose d'y plonger des deux pieds désormais et de parler un petit peu des messages que nous adresse Edgar Wright à travers Scott Pilgrim. Alors moi, il y a la première chose que j'ai notée, c'est que j'ai l'impression qu'à travers la relation entre Scott et Ramona, il nous décrit un petit peu toutes les étapes d'une relation amoureuse, certes de jeunes adultes, mais tout de même avec la courbe de progression que l'on lui connaît tous. Il y a le moment où il va tomber amoureux, le moment où l'amour va se concrétiser, et malheureusement, il y a aussi le moment où l'amour va s'éloigner de lui. Et ce que j'ai noté, c'est que les cheveux de Ramona changent régulièrement de couleur, elle le dit ouvertement, et j'ai l'impression que ça accompagne ces axes-là. Au début du film, ses cheveux sont d'une certaine couleur, c'est le moment de la rencontre. Puis au moment où la relation avec Scott s'épanouit, elle va changer à nouveau de couleur de cheveux. Et puis à la fin, donc, lorsque ils se séparent entre quelque sorte, elle va encore avoir une nouvelle couleur de cheveux. Donc c'est une interprétation un peu facile, un peu tirée par les cheveux, mais n'empêche que j'ai l'impression que c'était réfléchi par Edgar Wright. Et en plus, il y apporte une fois de plus du soin. C'est vraiment ce que je retiens de ce réalisateur, le soin. Il y apporte du soin parce que les cheveux de Ramona s'accordent avec la couleur de ses sacs à main. Est-ce que vous avez eu cette impression, vous aussi ? Mais normalement, à la fin, dans la première version du film, il devait retourner avec Shao. Ouais, c'était ça, c'était Ouais. envisagé, puis ensuite ça a été changé, donc... Bah oui, parce qu'ils ont fait des projections tests et le public a pas aimé du tout. Parce qu'ils trouvaient que ça cassait en fait l'évolution du personnage de. Comment s'appelle la féministe même la gamine. De Kim Shao, je sais plus, Ouais, je sais comment plus elle son s'appelle. nom. Bref, et ils trouvaient ça dommage et ils voulaient en fait que ils finissent avec Ramona. Donc finalement ils ont changé et puis ils ont fait la fin où ça part sur genre essayons de nous donner une deuxième chance maintenant qu'on a affronté nos démons, essayons de voir ce qui se passe, d'aller de l'avant en fait. On l'a dit un peu plus tôt, il y a le fait que Scott complexe de ne pas être véritablement le premier amoureux de Ramona Flowers, et c'est vraiment presque le thème central du film, j'ai trouvé. Mais là où je trouve Edgar Wright particulièrement intéressant, c'est que ce complexe-là, il va offrir une espèce de miroir à Scott Pilgrim et il va lui renvoyer complètement cette image à la figure, puisque finalement, Scott Pilgrim, dans sa relation avec Ramona, il crée les mêmes démons chez Knives Show, justement, dont on parlait juste avant. Finalement, Scott, à la fin du film, il est tout aussi fautif que Ramona, et finalement, ça n'est pas vraiment de sa faute. Et d'ailleurs, Edgar Wright, il va utiliser une fois de plus les cheveux, c'est mon obsession du jour, je suis désolé, mais il y a le fait que Knives Show se décolore les cheveux, elle aussi se colore les cheveux plutôt, elle aussi, pour essayer d'imiter Ramona. On voit vraiment que finalement, cette espèce de syndrome, de ce malaise de ne pas être le premier, il est présent chez chacun et chacun le fait naître chez l'autre. C'est une impression que vous avez eue, vous C'était aussi. déjà dans le comics aussi. Moi, par contre, je pense pas que c'est le fait d'être le premier le problème. Moi, ce que je ressens, c'est que Scott, il se sent nul. En fait, il a été traumatisé par une relation amoureuse Ouais, pareil. et il se sent nul. Et en fait, quand il rencontre Ramona, moi, je le ressens plus Il est comme au bord du gouffre. je suis pas digne d'elle. Et le fait de découvrir ses ex, ça lui renvoie justement cette image négative où il se dit bah ouais, je suis nul comparé à ces gens-là. Et tout le but, c'est justement d'apprendre à s'aimer et à se faire confiance. Et plus il va avancer, plus il va se dire bon bah ok, eux ils étaient comme ça, mais quand même voilà, je peux les battre parce que moi je suis plus intelligent ou j'ai de la ruse ou je me bats mieux ou un truc comme ça. Et au fur et à mesure, il va en fait apprendre à voir ses qualités pour finir par s'accepter totalement une fois qu'il sera en face de son double maléfique qui va lui renvoyer ses peurs, ses doutes et compagnie. Et dans le cas de la petite jeune, en fait, c'est un peu le dommage collatéral quand t'es déprimé, tu te fais du mal à toi-même et tu fais aussi du mal aux autres autour de toi sans t'en rendre compte. Et elle, cette fille, c'est un peu ça, c'est-à-dire que pour elle, c'est un premier amour. Elle pensait que c'était réciproque et tout, et en fait non. Et elle sait pas comment gérer ça parce que c'est le premier amour. Tout comme Scott, c'était son ex qui était un peu son premier amour aussi, et il a eu du mal à le gérer. Et finalement, lui, à la fin, il va faire ce que son ex a pas fait, c'est-à-dire qu'il va libérer quelque part la petite jeune de son emprise en lui disant bah ouais, j'ai été un imbécile, et puis finalement en trouvant un terrain d'entente où ils vont avoir une certaine amitié et elle va pouvoir avancer en fait. Et c'est intéressant de voir que lui il va apprendre de ce qu'il a vécu pour essayer de plus refaire les mêmes erreurs qu'on lui a fait à lui en fait.
Alors tu parles de l'acceptation de soi, et c'est vrai que c'est la solution que donne Edgar Wright à son film, s'il y en a une. C'est symbolisé par l'épée qu'utilise Scott Pilgrim pour le combat final. Alors dans son premier essai, il va utiliser l'épée de l'amour, alors que dans la deuxième tentative qui sera fructueuse, c'est une épée de l'amour de soi en fait. J'ai l'impression que Edgar Wright, il invite en fait les gens qui se sentent un peu marginaux à s'accepter pour ce qu'ils sont et à s'affirmer. D'ailleurs, moi, un truc qui m'a assez interrogé, c'est le fait que Scott, il appartienne à un groupe de musique, et pourtant il se sent complètement à l'écart de ces gens-là. Il est vraiment à la marge. Est-ce que toi, Herlio, t'as ressenti la même chose? Ouais, j'ai ressenti la même chose car tu sens qu'il fait partie de ce groupe, mais uniquement parce que la société lui demande de faire partie d'un groupe. En fait, faire partie d'un groupe de musique, c'est où je me place dans la société. C'est la même chose avec le copain, enfin Let's qui est vegan. C'est je suis vegan pour me placer dans la société. Et ce qui fait des personnes Ouais. qui sont pas heureuses dans leur vie. Donc j'ai ressenti la même chose. Et toi, James, c'est aussi un axe qui t'a parlé? Ouais, bon, en plus, la preuve, c'est qu'il se fait virer du groupe après. Non, c'est lui à la fin qui finalement va faire le choix de dire effectivement vous êtes meilleur sans moi. Oui, Moi, je non, fais mais, le choix d'aller ils de l'avant. sont- Bah, il se fait pas il se fait virer. En fait, remplacer par, il se fait virer parce que c'est l'œuvre du dernier boss maléfique Ouais. qui les contrôle, mais à la fin, le groupe lui-même va se rebeller et dire ah tu peux revenir. Et c'est là que Scott va dire bah non effectivement le petit qui m'a remplacé, ça marche mieux avec lui. Moi, je dois faire autre chose, je dois let it go en fait. Et c'est aussi une des thématiques du film qui revient assez souvent dans l'œuvre de Edgar Wright. C'est quelqu'un qui a du mal justement à laisser de côté le passé et il est tout le temps en recherche comme ça du fait de pouvoir d'aller de l'avant, de let it go et de laisser le passé derrière. Et c'est quelque chose que tu retrouves dans son dernier film également aussi. Non, puis je pense que ça nous parle à tous. On a tous été dans des groupes plus ou moins par défaut parce qu'on devait se placer dans un groupe. Et je pense que Scott s'est rendu compte qu'au final, la musique et du coup ce groupe de musique, c'est pas le truc qui l'anime. Et il a pas envie de pénaliser les autres Ouais. parce que finalement, c'est pas ce qui lui parle. Donc c'est pour ça qu'il le quitte. Mais est-ce que vous trouvez pas que du coup c'est un film qui est feel good, on se sent bien en le regardant, mais derrière cet optimisme de façade, il n'y a pas une espèce d'amertume quand même, ou au moins un regard sur la vie un peu désabusé? Et je me demande peut-être, James, tu pourras nous répondre si c'était présent dans le comics. Ouais, mais il y a un côté mélancolique dans dans toute l'œuvre. Dans le comics aussi, ouais, je pense qu'on pourrait. Moi, je trouve que le comics, il fait plus mélancolique dans Ouais, mon souvenir. il y a peut-être un plus. Mais il y a plus de flashbacks dans le comics et donc tout un délire autour de la vie au lycée, tout ça, enfin entre guillemets. Donc ouais, effectivement, cette mélancolie, elle est présente dans le film et dans l'œuvre de base, effectivement. Bah en fait, le film est feel good, mais les deux personnages, donc Scott et Ramona, incarnent une forme de tristesse, la tristesse de ce parce ils se trouvent pas encore, ils s'aiment pas encore eux-mêmes, ils se cherchent vraiment et ils incarnent cette tristesse qui fait que t'as toute une mélancolie qui est comment dire, qui est dans l'œuvre, dans le truc de base de Scott Pilgrim. Moi, j'y vois de l'espoir parce que je me dis si même eux, tu vois, ils arrivent à s'en sortir, il y a de l'espoir pour tout le monde, on peut tous arriver. Et encore une fois, je vais reciter ce grand poète qu'est Stallone. Si moi j'ai changé, vous pouvez aussi, changer. vous pouvez changer. Voilà. Et ça, je pense que c'est aussi une influence de Scott Pilgrim. C'est Il n'y a pas peut-être de robot pourtant. c'est peut-être la citation parfaite pour conclure ce podcast, non? Ouais. Ah, ouais. Ça. Bah, c'est la citation parfaite pour finir tous les podcasts. Hein. Ah, je vais essayer de la placer tout le temps. Avant de se quitter, on a quand même l'habitude de donner une petite note parce que ça nous amuse très franchement. Donc je propose un tour de table pour savoir quelle note vous donnez à ce film. Et c'est toi, James, qui a soupiré le premier. Donc c'est toi qui vas nous donner ta note en premier. Bah, moi, je lui donne. Je sais pas, j'ai pas envie de noter ce film. Enfin, je lui donne. Combien je de me rebelle sardou contre la notation sur 20. Voilà, c'est ce que Sur 10. C'est sur c'est 10, sur ça. 10. Bah, c'est sur 10 alors. Sur 10, c'est encore pire. Voilà. Bon. Non, je lui donne. Combien de sardou, dis-nous? Allez, 9 lacs du Connemara. 9 lacs du Connemara. Ouais, dis donc. Et toi, Faye, puisque tu as la parole. Non, mais moi, sur Edgar Wright, je suis trop généreuse. Donc, je vais remettre un 9 aussi vas-y, parce hein. que j'adore le film également.
À ton tour, Erio. Et ben moi je vais rester sur ma même note que Shaun of the Dead, donc un 7 parce que c'est satisfaisant, parce que je passe un bon moment et quel régal en fait de regarder ce film. Et tu t'as mis 7? Oui, j'ai mis 7 à Shaun of the Dead. Et une note dure, Erio, je crois. Ah, mais ouais, je note très dur. Pour qu'il y ait un 8, il faut vraiment que je sois complètement satisfait. D'accord. Et ben moi, j'allais partir sur un 8 avec un coup de cœur. Donc, je pense qu'en faisant la moyenne, on devrait arriver à 8, quelque chose, normalement. Tu Mais- mets un coup de cœur sur un 8, mais tu mets un coup de cœur sur un 10 ou un 9. Enfin, je vais pas, j'arrive pas, je vais pas changer les règles du podcast. Non, mais j'ai même déjà dû mettre un coup de cœur sur un 7, je crois, pour tout te dire. Parce que le film Ah, me mais tu peux parlait. mettre un. Ouais, tu peux mettre un coup de cœur sur un 7, je vois pas le problème. Bah, tu peux mettre un coup de cœur sur Rocky 4 aussi, pourtant il est pas parfait. Alors avant de se quitter, je rappelle que le film est disponible du côté d'Universal si j'ai bien fait mon travail. Je crois que Fate avait la même info. Oui, C'est ça. et je sais pas si c'est toujours présent sur Netflix. À un moment, ça y était. Non. Non, il Ça a y est été plus retiré. Ah. Non. Les salauds. Eh, Salaud! Avant de se quitter, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois de m'avoir accompagné sur ce podcast et tout spécialement toi, James, puisque tu étais l'invité du jour. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Et d'ailleurs, on va rien annoncer, mais normalement, tu devrais revenir bientôt, cette fois en tête-à-tête avec moi, ce qui est sans doute la pire des épreuves à vivre dans la vie. Un tête-à-tête près des étoiles. Mais non, vous serez tranquille, vous aurez pas moi qui parle toutes les 5 secondes. C'est vrai. C'est vrai. Mais la discussion était Moi, Pour vraiment passionnante. une adaptation de BD, encore une fois. Exactement. Ils n'auraient pas de vanne merdique de ma part, donc je pense que c'est une bonne chose. Ah, bah, non, si tu veux, t'étais hein. très bien, t'étais très bien. C'est moi qui t'ai coupé, j'ai pas fait exprès, je m'excuse. Oh, c'est pas grave. Ah non, Erio, t'as vraiment été très très bien pour ta première aussi. Je suis vraiment très content de l'émission qu'on a fait tous les quatre. Moi, je remercie le coq de Hario qui m'a réveillé au moment où il fallait. Mais tu sais quoi, ta blague elle est aussi bonne que Venom. Ah, merci. Ça me touche droit au cœur. Je et mets m'en 15 souviendrai. Jared Leto pour cette blague. Voilà. Quand j'arrête les taux coup de cœur alors. Et puis avant de se quitter, il reste plus qu'à faire des J'ai mis un bisous 7 à cette spéciaux. blague. Il reste plus qu'à faire des bisous un peu spéciaux comme d'habitude. Et je propose de pas trop se casser la tête et de faire des bisous en pixels cette fois. Ça vous va? Ouais. Du moment que ça ressemble pas trop au film Pixel. Ah Quelle ouais, horreur, ce mon Dieu, film. putain, quelle merde. Bisous pixelisés alors. À bientôt. À bientôt, salut. À Au revoir. bientôt.